Merci Romain. Donc, bonjour tout le monde. Voici l'agenda en fait de la session que l'on vous propose. Dans un premier temps, on va se présenter, présenter Nomios, présenter un petit peu aussi StormShield. Ensuite, dans l'agenda, on vous proposera une phase de sensibilisation à la cybersécurité industrielle et dans un troisième point, des propositions, 5 étapes de sécurisation d'un système industriel. Voilà, donc l'objet de ce webinaire est donc la sécurisation, comme vous l'avez compris, des systèmes industriels, et on vous propose d'adresser ce sujet Nomios avec notre partenaire StormShield. Moi, je suis Antoine Bilstein, donc comme l'indiquait Romain, je suis en charge de l'animation commerciale de la zone Grand Est chez Nomios. J'ai rejoint Nomios assez récemment en septembre 2020. Nomios, je ne sais pas si vous connaissez notre entreprise. Donc c'est un intégrateur, un des tout premiers intégrateurs de solutions de sécurité, cybersécurité et d'optimisation réseau en France. L'entreprise a été créée en 2004. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est 170 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 118 millions d'euros en 2020. Un chiffre d'affaires en croissance assez forte sur l'année 2020 malgré la situation sanitaire. C'est plus de 600 clients en France. Et une adhésion de nos clients aux services que l'on propose et aussi au support, puisque les environnements qu'on commercialise, nous les maintenons également. Donc, la plupart du temps, nos clients sont clients de notre support et renouvellent aussi notre support. On a un taux d'adhésion de renouvellement au support qui est supérieur à 97%. Les clients qu'on adresse, ce sont des grands comptes, des gros ETI et des PME, des collectivités territoriales, finalement, tout type de clients en France. L'entreprise appartient à un groupe, fait partie d'un groupe qui s'appelle Infradata, donc c'est un groupe européen dont le siège est aux Pays-Bas, c'est un groupe qui fait à peu près 225 millions d'euros de chiffre d'affaires au global pour 390 collaborateurs. Et donc Nomios, c'est un petit peu la locomotive en Europe de ce groupe. À noter que le président fondateur de Nomios est aujourd'hui toujours à la tête de Nomios et également le CEO du groupe Infradata. Non, juste Romain, ouais, j'avais pas fini. Voilà, juste donc on est présent aujourd'hui un peu partout en France. Le siège est à Boulogne. On a des points de présence donc sur les différentes régions. Vous avez la petite carte en bas. Donc à Strasbourg depuis janvier 2019 pour la zone Grand Est. Ce qui définit l'entreprise, avant tout, c'est l'expertise. Parmi les 170 collaborateurs, vous allez retrouver plus de 120 ingénieurs. Il n'y a pas de profil technicien chez nous. C'est vraiment 120 ingénieurs qui sont formés, certifiés sur les technologies qu'on propose et qu'on intègre. Donc, cette expertise pour vous proposer le design, l'intégration, le maintien, le suivi des équipements de sécurité, d'optimisation réseau qu'on peut être amené à vous proposer. Derrière aussi, ce qui définit l'entreprise, j'aurais tendance à dire, c'est la notion d'agilité. On reste une PME, on a accès facilement aux équipes de direction des différents pôles s'il y a besoin d'escalade. Voilà. Et puis le dernier élément, je dirais, c'est la confiance qu'ont l'habitude de nous témoigner nos clients. Nos services, les services qu'on propose, donc ce sont des services d'audit et de conseil, audit fonctionnel, audit technique, du design au niveau des solutions à intégrer. Le métier de Nomios, historiquement, c'est vraiment tourne autour de l'intégration à façon, sur mesure par rapport à des besoins qu'on aura identifiés avec vous. On propose également de la formation. On peut former nos clients sur du transfert de compétences ou on est centre de formation, un numéro de centre de formation agréé. Et on peut faire de l'accompagnement longue durée de type Assistana, RSSI, avec des profils un peu sachants chez Nomios. Voilà. Je vais faire cette fois-ci, on peut passer au slide suivant, une petite parenthèse rapide sur les services de support et de services managés qu'on fournit également. Donc à Boulogne, on a un centre de support avec, il n'y a pas de niveau 1 chez Nomios. Dès la prise d'appel, vous avez affaire à des ingénieurs, des experts sur les technologies qu'on commercialise. Donc, un centre de support en jour ouvré, heure ouvrée, c'est de 8h, 19h, avec la gestion des escalades, la gestion fournisseur et la gestion des RMA, et en option, la partie astreinte.
Également, on opère pour un certain nombre de nos clients des services managés qui se déclinent grosso modo en 4 thématiques. Ce qu'il faut préciser, c'est que le fonctionnement de l'entreprise, c'est vraiment de faire du sur-mesure, c'est d'identifier les besoins de nos clients et de vous proposer un service adapté. Et on construit le service, y compris le service managé, avec vous par rapport à l'expression de votre besoin. Les types de services que l'on propose au niveau de ces services managés, ça va être du monitoring, de la supervision des équipements. Ça va être la centralisation et du job de backup des équipements, notamment des firewalls. On va pouvoir centraliser le job de backup des firewalls. Et ça va être aussi toute la partie change management, c'est-à-dire opérer des actions simples par des experts, notamment sur des ouvertures, fermetures de ports, des mises à jour de whitelist, blacklist sur les proxys, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'équipements sont en mesure de remonter des alertes par rapport à des comportements suspicieux. Et on accompagne aussi un certain nombre de nos clients sur tout ce qui va être la partie threat analysis. Et à terme, on va avancer sur des sujets un peu plus SOC associés à cela. Voilà. Voilà. On peut avancer peut-être juste sur le dernier slide de présentation de Nomios. Les thématiques que l'on adresse, donc ce sont des thématiques qui sont centrées sur la sécurité, la cybersécurité et l'optimisation réseau. Donc on fait beaucoup de firewall, de next-gen firewall, mais derrière on travaille également sur d'autres sujets. Ça peut être la sécurité email. On sait que il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui qui rentrent par du phishing. Ça peut être la sécurité endpoint. Et après tout un ensemble de thématiques. Sécurisation du cloud, sécurisation des comptes à privilèges, des environnements DNS, pour le volet très sécurité, et également des thématiques qui sont plus sur l'optimisation réseau, typiquement de l'optimisation WAN, du SD-WAN, du load balancing, ce genre de thématiques. Voilà. Moi, je me tiens à votre disposition pour rencontrer les entreprises, les collectivités qui seraient dans le Grand Est et pour ceux qui viennent d'autres zones géographiques, évidemment, vous avez à chaque fois un interlocuteur commercial Nomios qui peut être à votre disposition. Voilà. Vincent, je te laisse la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Antoine. Bonjour à tous. Je vous propose du coup d'enchaîner du coup avec suite à la présentation de Nomios sur la présentation de StormShield brièvement pour vous donner un petit peu un ordre d'idée donc de l'entreprise. On est donc une société française. On a un éditeur français. On est basé à Paris, Lyon, Lille, Toulouse. On est une structure d'un peu plus de 300 personnes. On est donc en France et également dans 40 pays dans le monde à travers des filiales également à l'étranger ou représentées par des distributeurs. On fonctionne en business indirect, c'est-à-dire que on s'adresse à des distributeurs qui revendent nos produits à des intégrateurs qui font les déploiements donc chez les clients finaux. On est en termes de cybersécurité le premier éditeur français pure player en cyber. On est défini par le Gartner, notamment sur le Magic Quadrant, le premier éditeur européen de solutions de type firewall. On a 20 ans d'expérience dans le domaine, dont 10 ans spécifiquement sur les systèmes industriels. On peut dire aujourd'hui une référence européenne de cybersécurité en matière d'infrastructures critiques, de données sensibles et d'environnement opérationnel. StormShield, on est une filiale d'Airbus Cyber Security, donc qui dépend de Defense and Space. On a conservé, malgré le fait qu'on est supporté par un actionnariat international, on conserve quand même une autonomie opérationnelle et une agilité qui nous permet justement de répondre et d'adapter notre réponse aux besoins et aux retours des clients. Pour vous donner encore, conclure sur un peu l'historique de la société, on est né en 2013 suite au rachat pour ceux qui connaissaient Netask et Harpoon, donc deux acteurs de la cybersécurité et du firewalling en France. Et en 2014, on a fusionné les différentes gammes de produits. Aujourd'hui, on a 3 gammes. StormShield Network Security, donc qui est notre solution de firewall. StormShield Data Security, qui est plutôt notre solution de endpoint.
de sécurisation de données, et StormShield Endpoint Security qui est lié donc au durcissement de postes et donc à la sécurité des postes. Donc, pour vous parler également un peu de qualification et de certification, depuis la création de la société, on s'évertue donc à qualifier, certifier nos solutions. On a des technologies de confiance au plus haut niveau européen, que ce soit au niveau de l'ANSSI en France, du CCN en Espagne ou encore au niveau des institutions européennes et de l'OTAN. On est le seul acteur à avoir toutes ces certifications au plus haut niveau, ce qui veut dire que nos codes, ils ont été audités dans le cadre de certification et de qualification de nos produits. Ça veut dire que l'ANSSI a regardé l'ensemble de nos lignes de code de produits pour vérifier qu'il n'y avait pas de backdoor et de choses comme ça. Voilà, en France, on couvre également le plus large périmètre de protection parmi les acteurs détenteurs des visas de sécurité. Voilà. Et puis dernier point important à signaler, on est le seul constructeur de sécurité à faire partie du groupe de travail de l'ENISA, donc qui est l'entité européenne, pour travailler sur la mise en place d'un chemin européen de certification, notamment donc c'est lié en fait au Cybersecurity Act européen. Et puis, dernier point, peut-être sur l'entreprise. Depuis 2 ans, on s'est vraiment donné comme objectif la sécurisation des infrastructures critiques et opérationnelles, donc les infrastructures critiques type OIV, OSE, et également l'ensemble des systèmes industriels. Donc, un vrai axe à la fois différenciateur et à la fois une vraie volonté de l'entreprise d'adresser les réseaux opérationnels, donc les environnements outils, qu'on va parcourir tout au long de ce webinaire. Quelques références brièvement pour vous montrer également qu'on est vraiment déjà présent à la fois sur les infrastructures de transport, d'énergie, donc les grandes infrastructures nationales, également au sein des hôpitaux et au sein des infrastructures hospitalières, EHPAD et autres, et également dans l'industrie avec l'industrie agroalimentaire, manufacturière, la chimie, la pharmacie, etc. Donc on a déjà depuis un certain nombre d'années énormément de projets, que ça soit sur le scope IT, mais aussi sur le scope OT, pour sécuriser ces infrastructures. En préambule du coup de cette présentation, vous énoncez peut-être et vous sensibilisez sur le fait que les systèmes industriels sont présents dans notre quotidien, sur l'ensemble d'infrastructures qu'on retrouve dans l'énergie, que ce soit dans la production et la distribution d'énergie, on va retrouver de l'automatisme, que ce soit au niveau du smart building, donc la gestion des bâtiments, donc avec notamment la gestion technique de bâtiments et la gestion technique centralisée qui va harmoniser en fait l'utilisation de services qui vont permettre la mise en œuvre de sécurité incendie, la surveillance de l'air, la gestion d'éclairage, le chauffage, etc. Au niveau de la santé également, sur les aspects d'imagerie médicale, tout ce qui est scanner, IRM sont gérés par de l'automatisme, les équipements de diagnostic en laboratoire également. Au niveau du transport, on retrouve de l'automatisme partout. Au niveau des aéroports, donc, pour citer quelques exemples, les tribagages, les convoyeurs, les systèmes de contrôle passager. On retrouve également des systèmes industriels au niveau. Alors j'entends taper sur le clavier. Si les personnes qui sont connectées pouvaient couper leur micro. Merci. On a également donc du transport au niveau du métro qu'on retrouve au niveau de la signalisation, de la traction logique, etc. Sur les autoroutes avec la signalisation de l'usager, etc. Et on retrouve évidemment de l'automatisme, je dirais de manière privilégiée dans l'industrie, notamment dans les lignes de production, où l'ensemble de la production va être assuré par l'automatisme. Les enjeux cyber, brièvement, ils sont un peu différents des environnements IT. Alors, on va retrouver des similitudes, mais des différences aussi. Les enjeux, ils sont à la fois, dans les cas extrêmes, donc dans les dommages matériels et corporels, on peut avoir des problématiques liées en cas d'attaque aux
au process qui pilote en fait des machines. Donc, on peut avoir des dommages qui interviennent sur les machines et qui peuvent intervenir aussi sur les personnes. Également des enjeux liés à la perte de chiffre d'affaires, là on le retrouve aussi dans l'IT. Un impact environnemental. Alors là, on a un exemple avec les attaques sur des stations d'épuration. On peut imaginer que des attaques sur un barrage, voilà, et puis peuvent avoir aussi un important impact environnemental. Le vol de données qui peut être présent, qui n'est pas forcément l'enjeu le plus critique sur les environnements outils, mais on le retrouve. Et puis la responsabilité civile, la notoriété, quand on s'est fait hacker sur ces usines, sur ces infrastructures, il y a des enjeux de notoriété qui sont évidentes. Voilà, on retrouve un certain nombre d'attaques ici sur ce slide qui présentent un peu ces enjeux-là qui sont importants. Ici, je vous présente ici une espèce de frise des grandes attaques qu'on retrouve dans l'outil. Alors, je n'ai pas passé en revue l'ensemble des attaques, mais on connaît tous ce Stuxnet qui on va dire l'attaque qui a lancé un peu les sujets de cybersécurité industrielle il y a 10 ans, donc qui a permis une attaque qui a permis une attaque attribuée aux États-Unis et à Israël pour attaquer le programme nucléaire iranien. Et puis suite à ça, on a eu des attaques qui ont eu lieu dans une série allemande. On a eu une fameuse Black Energy, qui a plongé 80 000 logements ukrainiens sans électricité pendant plusieurs heures. Voilà, on a eu un certain nombre d'attaques ces dernières années qui sont plutôt des attaques un peu loin de nous. Un peu loin de nous, un peu loin de la France, on va dire, qui étaient vraiment ciblés sur des infrastructures très critiques, type énergie, type grosses type nucléaire et autres, nucléaire. Et on se rend compte qu'il y a une tendance qui est en train de changer ces 2 et 3 dernières années, notamment suite à NotPetya et WannaCry, où on a vu que ces attaques sur les environnements industriels, elles s'adressaient également à tout un tas de systèmes de process industriels. Je me souviens de NotPetya où personnellement j'avais eu des contacts avec un certain nombre d'industries qui faisaient pas forcément les gros titres des journaux, mais qui ont été impactés et qui ont eu des arrêts de production. On retrouve ici, depuis 2 ans, il y a des attaques fortes. On a Norsk Hydro, qui est une société norvégienne producteur d'aluminium, qui a été attaquée. Fleury Michon en France en 2019 qui a été attaqué notamment sur ses usines et qui a eu un arrêt aussi de ses unités logistiques. Asco, on a Target, XFAB, etc. Donc tout un tas d'attaques, tout un tas d'industries plutôt européennes, plutôt proches de chez nous, qui commencent à se faire attaquer. Donc un changement et une évolution justement de l'attaque sur ces systèmes. Ce slide également vous présente un peu les différences qu'on retrouve entre les systèmes IT et OT. On ne va pas adresser la cybersécurité de l'IT et de l'OT de la même manière, tout simplement parce que sur l'aspect organisationnel, l'objectif du système et le fonctionnement opérationnel, il y a des différences. Donc ici, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des différences, mais faire un petit peu mettre en lumière certains aspects. L'objectif du système qui est différent. En IT, on traite la donnée. En OT, la donnée n'est qu'un moyen, on va dire, pour avoir une action sur le monde réel. On va piloter un process, on va activer un bras, ouvrir une vanne, activer un vérin hydraulique qui va permettre justement d'avoir une action sur ce monde réel. On a des systèmes à longue durée de vie qui sont parfois dépourvus, la plupart du temps dépourvus de sécurité, des équipements vieillissants. On n'est pas rare de voir des supervisions, des postes d'ingénierie qui sont sur du Windows XP ou du Windows 7, des automates dont on n'a pas forcément la gestion des logins et des mots de passe, des réseaux à plat, sans segmentation, sans utilisation de VLAN, etc. Des contraintes opérationnelles avec, sur les systèmes industriels, on a des fonctionnements à 24/7. Quand on est sur une usine de production, on fonctionne en continu, ce qui est parfois difficile pour pouvoir maintenir l'infrastructure. On ne rencontre pas ces problématiques en IT. La fenêtre d'intervention de maintenance est assez réduite. On est sur des systèmes temps réel et déterministes qui ne supportent pas la latence. Et quand on veut mettre en place la sécurité, il ne faut pas qu'elle perturbe le process industriel.
voilà un petit peu les environnements également qui sont différents hein, sur les systèmes industriels. On en retrouve on l'a vu tout à l'heure, hein, dans les tunnels, dans les carrières, dans les usines, les environnements urbains avec des contraintes spécifiques d'électromagnétisme, de poussière. Côté IT, on est dans les salles serveurs, climatisées dans des bureaux. Voilà, donc il faut que les équipements de sécurité qui soient mis en œuvre puissent avoir une adhérence par rapport à ces contraintes et ces environnements particuliers. Les personnes qui gèrent ces systèmes-là sont aussi différentes. Hein. Côté IT, c'est les RSSI et les DSI. Côté OT, on va y revenir un peu dans le slide d'après, mais c'est un peu différent. On a des exploitants qui sont différents. Le système OT va être utilisé par les responsables d'usine, les mainteneurs, les intégrateurs qui viennent faire la maintenance, le fabricant de la machine qui met à jour son système. Donc voilà, différentes populations différentes de l'IT qui viennent utiliser ce système. Et pour justement mettre en œuvre une cybersécurité sur ces systèmes-là, on voit qu'il y a on a vu des différentes populations qui viennent intervenir une évolution des changements qui viennent se mettre en place justement sur ces environnements outils pour mettre en œuvre cette cybersécurité avec donc des populations côté IT, des RSSI, des DSI qui vont gérer les technologies de l'information, qui vont gérer le système informatique, notamment la cybersécurité. Donc, eux, leur objectif, c'est quoi? C'est de soutenir l'entreprise en s'assurant en fait que le système d'information fonctionne bien. Et on a des équipes, de l'autre côté, des équipes OT, avec des directeurs d'usine, des directeurs de production, des responsables de maintenance, qui sont en charge de l'usine, du processus. Donc, eux, leur objectif, c'est pas de traiter la cybersécurité. Leur objectif, c'est de s'assurer que le processus, il fonctionne sans interruption. Donc, veiller à ce que le fabricant de voitures, il continue à produire ses 1000 voitures par jour, par exemple, s'assurer que la ligne de métro continue à transporter des voyageurs, etc. C'est pas d'assurer la cybersécurité. Donc, il y a différentes populations avec des cultures et des compétences qui sont un peu différentes. Et il y a un besoin de convergence, et on le voit arriver de plus en plus dans les industries. Hein. On a des informaticiens et des responsables de la sécurité qui viennent se former aux environnements outils pour connaître un petit peu ces particularités et comprendre, pouvoir les appréhender pour pouvoir mettre en place cette cybersécurité. Et cette montée en compétences ne peut se faire que lorsqu'elles vont discuter avec les responsables opérationnels qui, eux, connaissent extrêmement bien l'outil de production, connaissent extrêmement bien leur fonctionnement. Et il y a une convergence qui doit se mettre en œuvre, des discussions qui doivent se mettre en place pour pouvoir mettre en œuvre cette cybersécurité. Voilà. Et franchement, on le voit vraiment, je suis plein d'industriels, hein. On a vraiment soit des gens de l'OT qui viennent vers l'IT et qui du coup se forment et du coup on monte en compétence côté RSSI, ou soit à l'inverse, on a vraiment, et c'est plutôt la tendance, des RSSI qui se forment à l'OT et qui appliquent dorénavant donc les bonnes pratiques dans les environnements OT. Dernier point sur la sensibilisation, l'objectif de cybersécurité de l'IT et l'OT qui n'est pas forcément le même. L'objectif numéro 1 dans l'IT, c'est la confidentialité, sécuriser la base de données clients, les contrats, la comptabilité, les comptes AD de l'entreprise. Voilà, on va s'assurer de la confidentialité de la donnée. En outil, l'objectif numéro 1, c'est pas du tout la confidentialité, c'est la disponibilité. En fait, s'assurer que le process fonctionne et qu'une attaque ne vient pas perturber son fonctionnement. Et puis, côté IT, on a l'intégrité qui est importante, la disponibilité qui va être juste du best effort. Hein. On peut tolérer une coupure réseau régulièrement dans les réseaux bureautiques. On peut avoir une coupure réseau, voilà, ça va pas être une grosse problématique. Par contre, voilà, on l'a vu dans l'outil, c'est vraiment essentiel. Voilà, donc ça c'était un peu un laïus, un petit peu sur mettre en lumière un petit peu les différences qu'on va retrouver entre les différents systèmes d'information, les différentes populations. Et puis une fois qu'on a évoqué ça, je vous propose 5 étapes de sécurisation d'un système industriel pour vous permettre d'avoir un aperçu en fait de ce qu'on peut retrouver
dans ces environnements-là et comment on peut mettre en place une cybersécurité. Alors, avant d'envisager vraiment de sécuriser l'outil avec des solutions techniques, ce qu'on voit arriver, et ça c'est vraiment ce qu'on rencontre au quotidien, c'est de mettre en œuvre en fait une analyse de risque qui va nous permettre d'identifier et d'évaluer donc le danger et au regard des probabilités d'occurrence qu'on retrouve sur ces systèmes-là. Donc c'est cette analyse de risque qui va nous permettre d'envisager, de mettre en œuvre des moyens organisationnels et des moyens techniques pour mettre en œuvre cette sécurité. Donc là, ici, on retrouve un peu le modèle de Purdue et les différentes couches qu'on retrouve sur les systèmes industriels avec la partie procédé, donc les actionneurs et les capteurs, la partie automatisme, la partie supervision et la partie plutôt système d'information industriel. Et de l'autre côté, on a l'IT. Donc, une fois qu'on a mis en place cette analyse de risque, on va voir que, eh bien, on a un certain nombre de mesures techniques à mettre en œuvre. Et c'est un peu ces mesures techniques que je vous propose de regarder ici lors de ce webinaire. Donc, 5 mesures techniques qu'on peut mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment l'expérience qu'on peut tirer de ce qu'on voit chez nos clients. À chaque fois qu'il y a une sécurisation qui se met en place, on va dire qu'elle est phasée en plusieurs étapes. Et il y a vraiment 5 marqueurs importants qu'on va retrouver. Et en fonction des yeux industriels, alors ces marqueurs-là, ils peuvent être faits en plusieurs étapes au sein d'une même usine, ou alors on va échelonner dans le temps les étapes, voilà, et les traiter projet par projet. Et aussi, on rencontre aussi beaucoup de clients qui décident de mettre en œuvre plusieurs de ces étapes dans un même projet pour ensuite les décliner sur plusieurs usines, plusieurs sites. On a souvent un site pilote pour lequel on va donc industrialiser au maximum la démarche, la prestation et les choix technologies. Après, on va les décliner sur l'ensemble des usines. Donc voilà, donc ces étapes, c'est quoi? C'est la segmentation IT-OT, donc sécuriser le système industriel par rapport à l'extérieur. Une fois qu'on a sécurisé par rapport à l'extérieur, on va protéger et segmenter le réseau lui-même, le réseau OT. Enfin, on va protéger le process industriel. Vraiment, on va aller en profondeur sur la partie automatisme, le réseau de process. En complément, on va durcir les postes critiques, les postes de supervision, les postes d'ingénierie qui vont piloter le process. Donc là, on va les durcir. Et un 5e point, c'est qu'on retrouve vraiment un enjeu vraiment fort, c'est la télémaintenance. Donc sécuriser la télémaintenance qui va opérer justement sur les automates, sur l'architecture réseau OT. Donc l'étape numéro 1, sécurisation IT-OT. Donc éviter les intrusions qui proviendraient donc de réseaux tiers, réseau des autres usines, des data centers, l'IT, Internet. Voilà, on va éviter les usurpations d'identité, s'affranchir et préserver son système contre les attaques et notamment les attaques par déni de service qui ont pour effet de rendre indisponible le service, notamment par les inondations qu'on va faire sur le réseau. Éviter les exfiltrations de données, même si, bon, dans le cas de l'OT, c'est bien souvent pas l'objectif principal d'une attaque. Voilà, ça peut être une attaque. Donc ici, je vous présente un peu un certain nombre d'attaques récentes qui sont intervenues. Alors là encore, c'est pas des attaques qui ont lieu il y a 10 ans, c'est des attaques récentes, c'est des attaques de 2020 et pas non plus des usines à l'autre bout du monde. Fareva, c'était au mois de décembre, donc c'était le mois dernier sur 15 usines en France. Honda, c'était en juin de l'année dernière. Et c'était à l'étranger, mais c'était également en France. Enfin non, c'était uniquement à l'étranger, pardon, pour Honda. Et XFAB, c'était pareil sur des usines en France et à l'étranger. Donc là, deux typologies d'attaques. Juste pour mettre en lumière pour XFAB et Fareva, il y a eu des attaques qui ont été mises en œuvre et prévention, voilà, on a coupé les connexions pour l'ensemble des sites. Donc l'importance là, ce qui est important là de voir sur ces attaques, c'est de mettre en lumière le fait que les systèmes sont interconnectés. Les usines discutent entre elles. Les usines discutent aussi avec l'IT. On le voit avec Fareva. C'était une attaque on a coupé en fait le RP. On le sait, les ERP ils discutent avec les MES qui sont dans les usines. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a énormément d'interconnexions qui sont faites entre ces usines-là. Donc il faut pouvoir sécuriser en fait le réseau de l'usine par rapport aux autres systèmes. Honda, c'est plus particulier. Là, en fait, l'attaque, elle a touché plusieurs usines.
aux États-Unis, en Turquie, en Inde, en Amérique du Sud, etc. Donc, on peut facilement imaginer en fait que ces usines, elles pouvaient communiquer entre elles et que la mise en œuvre de la sécurité entre les usines, ben, elle n'était pas forcément adaptée. Et j'ai encore, pas plus tard que le mois dernier, discuté avec un industriel et un intégrateur qui intervenait chez cet industriel et on disait que voilà, d'une usine en France, on pouvait pinguer une usine en Chine. Donc voilà, donc importance de voilà en termes de sécurité, là on est dans le b.a-ba de la sécurité. Et donc là c'est vraiment sécuriser l'IT de l'OT. Donc là qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour s'affranchir justement de ça? C'est d'une part mettre en place une matrice de flux pour analyser les flux qui sont entrants et sortants de l'usine. Et à la suite, enfin en tout cas du système, je parle d'usine, mais du système industriel, hein, dans le cadre de l'infrastructure, ça va être un peu différent. Et on va mettre en place ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée, qui va être constituée d'au minimum deux firewalls, un firewall donc interne et un firewall externe. L'objectif ici, c'est de maîtriser pleinement les échanges qui vont permettre d'assurer en fait la légitimité des communications. Donc bien identifier les communications qui sont conformes et pouvoir donc assurer cette sécurité. Donc là, voilà quelques points importants pour mettre en place cette DMZ. Donc, deux pare-feux en cascade, diversifier les technologies pour que si on a un firewall qui est corrompu, faire en sorte que l'attaquant puisse pas utiliser, exploiter justement la faille sur les deux firewalls. Voilà, et tout un tas de mise en œuvre de sécurité. Je vous recommande d'ailleurs deux documents qui sont sur la droite pour en savoir plus justement sur sur les DMZ. Donc deux documents de l'ANSSI et des recommandations aussi pour de sécurisation d'un pare-feu Storm Shield notamment dans le cadre d'une DMZ. Voilà, ici une archive standard où on voit donc un firewall OT donc pour sécuriser le réseau OT, un firewall IT, un firewall externe où on veut sécuriser donc l'OT, l'IT et la connexion Internet. Là aussi, l'ANSSI, donc, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, préconise un firewall qualifié. Il se trouve que chez Stormshield, on a des produits qualifiés standards, donc qui répondent bien justement, et on est les seuls firewalls sur le marché qui proposent cette qualification standard, donc, qui permettent une sécurité propre donc, et en conformité avec l'Agence nationale. Rapidement, la gamme de firewall qu'on propose justement pour sécuriser tout type de site. On va retrouver donc là, le SN160 pour sécuriser les petits sites. Dans le cadre, par exemple, de sites distribués, on a voilà des petits sites jusqu'aux gros data centers et gros sites avec du SN 6100. Donc une large gamme étendue, un unique firmware. Si vous savez utiliser un de nos firewalls, vous savez utiliser l'ensemble des firewalls. On a l'ensemble des fonctionnalités qui sont déclinées sur l'ensemble des équipements. En haut, et je vais revenir tout à l'heure, deux petites particularités, deux firewalls particuliers aux environnements industriels, le SNI 20 et le SNI 40, qui sont des firewalls durcis et adaptés aux environnements. Je vais revenir tout à l'heure, j'insiste pas plus. La possibilité de pouvoir déployer aussi nos firewalls sur des hyperviseurs et également dans le cloud. Un point important, on a une console de supervision qui s'appelle SMC qui permet d'administrer l'ensemble des parcs de firewall. Si vous avez des firewalls sur l'ensemble de vos sites, SMC va vous permettre d'administrer l'ensemble de votre parc facilement et sur un même site. Donc une fois qu'on a sécurisé en fait le réseau industriel de l'ensemble des autres réseaux, donc en périmétrie, on sécurise l'intérieur du réseau. Donc pourquoi? Pour ralentir ou bloquer un attaquant. Donc ça, c'est le principe de la défense en profondeur. On va mettre plusieurs couches successives de sécurité pour ralentir l'attaquant. Donc le principe de défense profondeur se calque un petit peu pour faire un petit aparté. Donc sur le principe des constructions de châteaux forts, on va avoir plusieurs couches en fait avec on va avoir le châtelet en entrée, les douves, les remparts jusqu'au donjon. Là on applique le même principe. On va mettre un firewall en barrière IT/OT, on va mettre de la segmentation, voilà, et on va le voir un peu plus tard avec d'autres couches de sécurité. Donc là on a ce principe qu'on va utiliser également en cyber et on segmente donc le réseau pour s'assurer que si une unité fonctionnelle ou un atelier de l'usine est corrompu, l'attaquant ne puisse pas rebondir sur d'autres zones
et d'autres périmètres pour attaquer d'autres zones ou d'autres périmètres. Donc voilà pourquoi on met en place de la segmentation. Ici, un exemple de segmentation, on retrouve donc le modèle de Purdue à gauche, et puis un exemple type d'une segmentation. Là, je vous laisse prendre connaissance du slide avec les différentes zones. Donc, on a identifié différentes zones avec donc de même niveau de sécurité. Et puis, donc, du coup, on va, notamment grâce à des firewalls, les segmenter, notamment avec l'utilisation de VLAN ou par l'utilisation de réseau, pouvoir segmenter. Donc là, par exemple, les applications métiers, l'Historian et le MES qu'on va segmenter dans une zone particulière. La zone de conduite de process, donc avec la partie supervision et les serveurs SCADA, la zone de process en elle-même avec les IHM déportés, les automates, les postes d'ingénierie, etc. Si on a une zone process, donc des automates un peu plus critiques, avec des automates de sécurité notamment, par exemple, eh bien, on va pouvoir la segmenter dans une zone à part. Voilà, et on va assurer un filtrage entre ces différentes zones, s'assurer en fait de la légitimité des communications pour pouvoir les autoriser. Voilà, si je suis un peu plus pragmatique, je retrouve ici un exemple de système d'information. Là, on est sur un système O avec donc des firewalls. Alors là, j'ai représenté des firewalls, mais on va pouvoir mettre en œuvre cette segmentation à travers des VLAN, par exemple avec un firewall qui va être en tête de réseau, et puis les VLAN qu'on va appliquer sur l'ensemble de l'infrastructure. Donc, on s'adapte bien à des architectures qui sont ici en anneau. Voilà, et puis voilà, globalement, un exemple type. Je passe l'étape à numéro 3. Donc, on a segmenté barrière IT-OT, on a segmenté le réseau. Dernier point, la protection du réseau de process au plus proche des automates. Là, qu'est-ce qu'on va permettre? On va éviter une attaque qui pourrait modifier le fonctionnement du process ou qui pourrait même l'arrêter. On le sait, protection des automates qui sont souvent des équipements qui sont dépourvus de sécurité, parfois présents dans les usines depuis 10, 15, 20 ans, donc sans fonction de sécurité, dont on n'est pas sûr avec qui ils communiquent. Là, la matrice de flux côté automatisme, elle est quand même des fois difficile à mettre en œuvre. Donc le firewall, ça peut être dans certains cas une contre-mesure pour pas avoir à patcher aussi les automates à longueur de journée. Donc voilà, donc une protection du process qu'on va mettre en œuvre ici. Donc j'ai représenté en fait des communications donc qu'on va avoir entre les automates, donc des communications inter-automates, des communications entre la supervision et les automates, des communications entre les postes d'ingénierie et les automates. Voilà, donc pour assurer la sécurité, on va positionner donc un firewall au plus proche de process, donc dans les boucles d'échange inter-automate et échange automate supervision. Dans ce cadre, on va exploiter donc les fonctions standards du firewall pour protéger le réseau d'automates, et on va utiliser aussi l'analyse des communications métiers qui utilisent donc des protocoles métiers, des protocoles industriels. Alors pour ça, StormShield, on propose sur tous les boîtiers la possibilité de faire de l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse IDS-IPS, qui permet de filtrer en fait les communications type Modbus, Profinet, BACnet, S7, UMAS, Ethernet IP et autres. On a 12 ou 13 protocoles industriels qu'on intègre du coup sur nos firewalls, qui nous garantit quand même de couvrir, on va dire 90 ou 95% des protocoles industriels du marché. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier les communications, vérifier que celles-ci sont conformes à la RFC du protocole. Donc elles sont bien conformes donc, au principe on va dire la constitution type d'une trame du protocole au niveau de sa structure. Et puis ensuite, on va analyser en détail ce qu'il y a dans les trames, les codes fonctions, les variables, ou encore les zones mémoire dans lesquelles on va stocker les données, les variables dans les automates. Donc, on va très loin dans l'analyse protocolaire et on va pouvoir autoriser ou interdire ou analyser ces communications et voir si elles sont légitimes à passer sur le système entre les communications inter-automates. Donc, sur ce principe, on positionne des règles de filtrage pour laisser passer les communications que l'on souhaite uniquement. Donc, on peut même bloquer les communications qu'on estime
illégitime. Si on est sur un process où on maîtrise bien les communications et le client est mature, on peut même aller jusqu'à les bloquer. Sinon, si on ne souhaite pas les bloquer, on peut tout très bien les loguer et les faire remonter. Alors, si l'industriel a mis en place un SIEM qui va administrer les événements de sécurité, ben, c'est là qu'on va pouvoir les, les identifier et pouvoir alerter donc, en cas de dysfonctionnement et de problématiques ou d'attaque sur le process. Voilà, les particularités quand même, là je tiens à le préciser, l'analyse protocolaire chez Stormshield, on a une vraie plus-value par rapport à ce qui se fait sur le marché. Tout simplement parce que sur le marché, en fait, la concurrence est plutôt basée sur une détection à partir de bases de signatures qui permet de bloquer uniquement les attaques qui sont connues et identifiées. Et quand on sait que sur les systèmes industriels, eh bien, tout reste à faire en termes d'attaques, la plupart des attaques sur les process industriels sont inédites. Donc, c'est là où vraiment on a une approche différente chez Stormshield, puisque on va intégrer, nous, un plugin d'analyse pour chaque protocole. On va mettre en place une analyse fine qui comprend donc une analyse de conformité protocolaire. On va vérifier par rapport à des règles que l'on a établies. Donc, on va bloquer, on peut, par exemple, bloquer certaines commandes, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça se fait assez bien sur les systèmes industriels. Sur les systèmes IT, c'est quelque chose qui n'est pas concevable parce que les communications sont à chaque fois différentes. Sur les systèmes OT, on est sur des systèmes déterministes où le réseau de process est assez facile. Il est assez facile de pouvoir identifier en fait les coms. Ce qui nous permet de faire l'inverse de ce que font nos concurrents, c'est-à-dire de laisser passer uniquement les communications qui sont légitimes et de bloquer toutes les autres communications qui sont non identifiées. Et dans ce cadre-là, ça va permettre de bloquer même des attaques inconnues, puisqu'on aura identifié que la communication, on ne la connaît pas, donc on va la bloquer automatiquement. Là, on est en conformité avec les mesures détaillées de l'ANSSI, donc qui est donc le document qui date de 2013, mais qui est vraiment un document qui fait encore foi et qui on retrouve régulièrement dans les appels d'offres du document de sécurisation de systèmes industriels. Et aussi, on est en conformité avec la 62443-3-3, donc avec des conformités où on préconise. Donc voilà, c'est deux documents qui sont vraiment de confiance, qui sont vraiment on va dire le document, la Bible, enfin deux Bibles, on va dire, de la sécurité des systèmes industriels, où on va préconiser du mode whitelisting. Et là, voilà, on va être les seuls à pouvoir le proposer. Qu'est-ce que je voulais ajouter également? Non, l'approche par plugin, donc voilà, qui va permettre d'être rapide en termes d'analyse. Et quand on veut sécuriser un process au plus proche, on le sait, sur les process industriels, on est souvent sur des paquets, des petits paquets, mais énormément de communication qui vont pas permettre en fait de la latence. Donc là, si on est trop long et si l'analyse ralentit les communications, là on va vraiment bloquer le process. Enfin, on va intervenir, on va perturber le process. Et là, ça va être problématique. Et chez Stormshield, pour le coup, on a une vitesse d'analyse qui est vraiment rapide. Dernier point sur lequel je vais insister, on a une R&D qui est dédiée justement sur l'analyse protocolaire. On a un même niveau d'inspection sur l'ensemble des protocoles. Si on regarde chez nos concurrents, on va avoir sur certains protocoles, ils vont être forts, sur d'autres un peu moins. Donc nous, on s'est vraiment attaché à être au même niveau de sécurité sur l'ensemble des protocoles. Et on le sait, au sein des systèmes industriels, des fois, on va avoir plusieurs protocoles industriels qui vont être présents sur le système. Donc, si on a une solution de sécurité qui a le même niveau de sécurité sur même qualité sur plusieurs protocoles, c'est toujours plus intéressant qu'avoir une qualité disparate. Sur nos firewalls durcis, les SNI20 et les SNI40, vraiment adaptés pour justement être proche du process, des particularités d'adaptation au process, puisqu'on a des fonctions de bypass. Il faut que le maintien en condition opérationnelle et la continuité de process prime sur la sécurité, la cybersécurité. Donc là, on a une fonction bypass qui, à travers des contacts secs, vont favoriser en fait la communication lorsqu'on va avoir un dysfonctionnement sur le firewall. C'est-à-dire clairement, si j'ai un firewall derrière mon automate, j'ai un problème d'alimentation, un problème de carte mère sur le firewall.
eh bien, plutôt que de bloquer les communications parce qu'on a un problème sur le firewall, eh bien là, la fonction bypass va se mettre en œuvre et on va autoriser les communications et donc du coup, ben, la continuité de process va être assurée. On a un mode de filtrage, enfin un mode de routage qui peut être mis en fonctionnement en fait de routage des communications qui va permettre de s'intégrer sur n'importe quelle infrastructure avec un mode transparent, mode routage ou un mode hybride. On le sait, sur les systèmes industriels, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir changer les plages d'adresse, les switches, les places d'adresse des automates. Et bien là, le firewall, il va s'adapter en mode transparent. Par exemple, on va associer ça à du filtrage et on va pouvoir du coup faire de la sécurité sans forcément avoir à modifier le process en lui-même. On va pouvoir mettre de la haute disponibilité, c'est-à-dire mettre 2 firewalls en fait sur le firewall pour que s'il y a une problématique, eh bien, ça soit le deuxième qui puisse basculer et assurer la sécurité. Et voilà, on retrouve ici ensuite l'analyse protocolaire qu'on retrouve donc sur tout un tas de protocoles que vous voyez listés donc sur ce slide. Rapidement encore, intégration qui se fait particulièrement bien dans les environnements difficiles. Ils sont au format RAID, donc ils se mettent dans des armoires électriques, un durcissement hardware qui leur permettent d'être intégrables proche d'un poste électrique, proche de machines qui émettent beaucoup d'électromagnétisme, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc durcissement hardware, les alimentations, donc on a 2 interfaces, donc une double entrée, double alimentation en format bornier en 1248 et en 1236 volts, donc particulièrement adapté, donc c'est ce qu'on retrouve donc, en environnement industriel. Des firewalls qui sont certifiés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le SNI 40 qui a une qualification standard, évidemment donc une CSPN. Donc SNI 40 qui existe depuis déjà quelques années, donc qui est qualifié standard. Le SNI 20 qui est son petit frère, qui est sorti en septembre 2020, donc très rapide depuis quelques mois, qu'on a déjà proposé à l'ANSSI. Donc il y a déjà un processus qui est lancé de qualification standard. Donc à venir. Donc on espère avoir une qualification sur ce produit très rapidement. Donc qui nous permet de se positionner en toute sécurité, en toute conformité avec les préconisations de l'ANSSI. Étape numéro 4, et je vais accélérer parce que je vois que le temps tourne. Étape numéro 4, donc là, j'ai sécurisé l'ensemble de mon infrastructure réseau en termes de la barrière IT-OT jusqu'à mon process. 4e étape, qu'on rencontre et qu'on voit chez nos clients, c'est la sécurisation des postes. Énormément d'attaques qui interviennent sur les usines qui sont liées à du ransomware. Donc là, eh bien, une fois que j'ai sécurisé mon réseau, je sécurise mes postes pour eh bien, éviter d'avoir un ransomware, notamment sur mon système d'information, enfin sur mon poste. Ici, en avant, je mets en avant donc un certain nombre rapidement des attaques qu'on a retrouvées, notamment WannaCry et NotPetya il y a 3 ans, en 2017 notamment. J'ai rencontré moi personnellement un certain nombre d'industriels qui se sont pris ces attaques-là dans la figure. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un ransomware sur le poste de supervision? On est aveugle de sa supervision. Donc le process parfois peut continuer à tourner, mais on est aveugle, donc on ne sait pas ce qui se passe, et donc on est bien embêté. Donc voilà, pour se prémunir de ça, ce qu'on va privilégier, c'est un durcissement des postes. On sait sur ces postes donc critiques qui peuvent être des postes, donc on a dit postes d'ingénierie, des postes de supervision. On est souvent sur les OS qui sont un peu, on va dire, passés de mode. On n'est pas rare de voir du Windows 7, du Windows XP. Et bien là, ce qui est préconisé, donc, c'est de mettre un logiciel qui va permettre de durcir le poste. Donc chez Storm Shield, on propose Storm Shield Endpoint Security, donc qui va assurer justement ce durcissement de poste. Même sur des anciens OS, sur du Windows XP ou sur du Windows 7, on va pouvoir, nous, sur donc notre logiciel SES, on assure justement la maintenance de ce produit jusqu'en 2024.
Donc ça, chez certains industriels, c'est aussi intéressant quand ils veulent faire de la migration sur ces OS, bah, ça permet de tenir encore quelques années en se disant, tiens, je vais durcir mon poste et du coup, je pourrais migrer un peu plus tard. Donc là, on assure justement jusqu'en 2024 un durcissement. Donc ça va être quoi? Ça va être du whitelisting donc d'application. J'autorise que mes logiciels d'ingénierie, si je suis sur un poste d'ingénierie, j'utilise que mon logiciel de supervision si je suis sur mon poste de supervision et j'interdis toute autre application. Je vais pouvoir également bloquer les clés USB, les périphériques qui sont, voilà, on le sait que c'est encore utilisé énormément en environnement industriel, donc je vais pouvoir gérer mes clés USB et autoriser uniquement celles qui sont uniquement dans mon domaine de confiance. J'ai un système également qui me permet de pouvoir analyser le fonctionnement de mon OS et pouvoir détecter si l'OS est bien un comportement anormal et pouvoir du coup durcir son fonctionnement. On est sur un logiciel qui est qualifié au niveau standard. Donc là, comme sur du firewalling, SES donc, est qualifié et voilà globalement pour cette partie durcissement de poste. Dernière étape, la partie télémaintenance. Ici, sur la télémaintenance, c'est un point essentiel également. Quand on est sur des systèmes industriels, on a énormément d'acteurs qui sont parfois externes à l'entreprise, qui viennent maintenir leur équipement, qui n'ont parfois pas la même maturité en termes de cybersécurité, donc ils viennent intervenir avec des postes qui peuvent être parfois vérolés, avec des mainteneurs qui n'ont pas forcément les bonnes pratiques de cybersécurité. Dans ce cadre-là, voilà, je reviens là-dessus, avec donc des accès à des différents intervenants, des communications qui peuvent être parfois non sécurisées, donc à distance, avec des protocoles pas forcément sécurisés, des intervenants non identifiés, des interventions qui sortent des plans de maintenance, voilà, avec des périmètres d'accès réseau, donc quand on vient d'intervenir, des périmètres d'accès réseau ou machine hors scope d'intervention. Donc pour ça, en fait, une sécurisation en trois étapes. Avec un firewall qu'on va mettre donc, en tête de réseau, on va pouvoir gérer l'authentification des utilisateurs et des mainteneurs qui viennent à distance. Donc on va pouvoir, avec un firewall, se corréler avec la base LDAP, donc la base des utilisateurs, et pouvoir autoriser ou pas un utilisateur à se connecter avec une plage horaire. Si on aura défini donc une plage de maintenance et une autorisation, on pourra l'autoriser pendant une plage horaire ou l'interdire si on est hors de la plage horaire. On va pouvoir router ou filtrer uniquement sur la zone du réseau qui lui est strictement nécessaire. Si j'ai un fabricant qui doit faire la maintenance sur sa machine, eh bien, je l'autorise uniquement à adresser sa machine. Et donc, du coup, je sécurise et il ne pourra pas accéder à l'ensemble du réseau. Et puis, je pourrais en plus appliquer l'analyse protocolaire qu'on a vu tout à l'heure. Si, par exemple, je viens intervenir sur des protocoles type S7 ou UMAS, qui sont des protocoles plutôt d'administration de l'automate, eh bien, si j'ai un profil mainteneur, je vais pouvoir autoriser les commandes d'écriture. Et si j'ai un autre profil, eh bien, je vais pouvoir autoriser uniquement les commandes en lecture. Donc voilà, donc une télémaintenance assurée et sécurisée, notamment avec donc, du firewalling. Voilà pour cette dernière étape de ces 5 étapes. Voilà, j'en ai fini avec ce retour un peu d'expérience qu'on retrouve qu'on retrouve chez nos clients et un peu les 5 cas d'usage et les 5 fonctions de sécurité à mettre en œuvre au sein des usines. Voilà, alors Merci Vincent. Avec plaisir. Moi, j'ai une question. Est-ce que ces 5 étapes sont des étapes un peu chronologiques? Qu'est-ce que tu conseillerais? Dans quel ordre les mettre en place? S'il y avait des priorités à mettre? Alors moi j'ai envie de dire que c'est un peu, elles sont chronologiques dans le sens où effectivement mettre en place une sécurité IT/OT, elle intervient avant de mettre une sécurisation au niveau du process. Donc dans ce cadre-là, oui, au niveau de la segmentation en fait IT/OT, segmentation du process, ça vient un petit peu en chronologie. La télémaintenance, c'est un enjeu qui est à part. La sécurisation des postes, c'est un enjeu qui est à part. Donc ça va être un peu l'analyse de risque qui va un peu nous le déterminer en fonction de ce qui est mis en œuvre, ce qui n'est pas forcément mis en œuvre. Chez certains industriels, ce qu'on rencontre, c'est ce que je disais pendant la présentation, c'est qu'on a certains industriels qui se disent, tiens, je vais sécuriser mes usines maintenant, eh bien, j'ai un plan de sécurité qui est mis en œuvre.
Donc, j'applique l'ensemble de mes étapes. J'applique l'ensemble de mes étapes, des 5 étapes qu'on a vues, et je les applique à une usine type. Et après, je vais le décliner sur l'ensemble de mes usines. On a des industriels français qui le font sur leurs usines en France et puis qui après vont le décliner dans les usines un peu à l'étranger. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on retrouve. Et puis, on a des industriels qui vont plutôt dire, voilà, alors pour ma première étape, en 2021, je vais déjà sécuriser mes usines par rapport au réseau bureautique, par rapport aux autres à l'extérieur. En 2022, je ferai de la segmentation et en 2023, je ferai de la sécurité vraiment au niveau plus proche de mon process. Donc voilà, ça dépend un petit peu. On voit différentes approches. Et là encore, ça va être, je pense, l'analyse de risque qui va nous permettre un peu de phaser en fait les chantiers à mettre en œuvre. Alors, j'ai deux questions qui s'appliquent presque plus à Nomios qu'à Stampshield, mais tu pourras compléter. J'ai une première question, c'est est-ce que vous disposez d'un réseau de distribution aux USA? Alors, je dirais deux choses. Déjà, je ne sais pas si tu peux revenir aux normes tout au début. Il y a des normes internationales et pas que l'ANSI qui ont validé Stampshield. Hein. Donc, le matériel est utilisable partout dans le monde. Et nous, alors nos clients, quand on dit on est en France, on a des gros clients qui sont partout dans le monde, on envoie du matériel partout dans le monde, on a des partenariats avec des installateurs locaux ou des mainteneurs locaux qui peuvent compléter l'action de Nomios. Et je sais qu'aux USA, parfois, c'est un peu compliqué d'exporter ou d'acheter. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu tout au début de notre slide, le premier slide, il y avait une petite antenne en Californie qui nous permet d'adresser même des achats directs depuis les États-Unis si besoin. Voilà, donc on a beau être une société française, on a des clients internationaux qu'on déploie depuis très longtemps. Je peux citer Veolia par exemple, qu'on adresse partout dans le monde. Je peux citer Accor Hotel qu'on adresse partout dans le monde. Oui, c'est une bonne remarque et c'est une bonne approche. Du coup, c'est vrai que au niveau des industriels, on se rend compte que voilà, il y a des usines qui sont, on est plus franco-français. Hein. Enfin, ça dépend des process industriels. C'est vrai que si on sécurise un réseau de transport, on va être plutôt local. Mais c'est vrai que voilà, souvent chez les industriels, on sort des frontières, donc c'est important de s'adosser sur un partenaire qui a les épaules justement pour pouvoir adresser la problématique en dehors de frontières. Et là, Nomios peut le faire et Stormshield peut le faire également. Donc pas de souci à ce niveau-là, effectivement. Pas de souci à ce niveau-là. Alors ensuite, il y a quel est le niveau de partenariat? Alors, je vais d'abord adresser une première question qui est est-ce qu'on aura les présentations? Oui, je vous les envoie. Je vous envoie même l'enregistrement de la session. Donc vous aurez à la fois les slides, les liens vers les documents aussi et l'enregistrement de la session dans le mail que je vous adresserai. Et ensuite, il y a une question, est-ce qu'on peut détailler le fonctionnement entre Nomios et Stampshield, entre intégrer, manager, fournir, etc. Alors, c'est un fonctionnement très classique sur de l'intégration. Nous, on a un niveau de certification chez Stampshield qui prouve que on a un certain nombre d'ingénieurs qui ont été formés par Stampshield. Et puis, on a un certain volume d'affaires qui font qu'on a un niveau de partenariat reconnu auprès de Stampshield. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, au point de vue support, nous, on ne prend en support que du matériel sur lequel nos ingénieurs ont été certifiés. Donc, il y a un certain nombre de personnes, on ne va pas dire toutes les personnes évidemment du support, mais un certain nombre de personnes qui sont spécialistes chez nous, Stampshield, et qui ont des niveaux de certification qui permettent de répondre à toutes vos problématiques au niveau support. Donc ça, c'est au point de vue support. Au point de vue intégration, l'intégration, s'il y a des cas vraiment très compliqués, on peut toujours faire appel à du professional services de Stampshield. Mais il faut voir que nos ingénieurs sont tous multicasquettes et ils ont tous des compétences réseau en plus de compétences Stampshield ou X intégrateur, X partenaire. Et donc normalement, ils sont d'un niveau de seniorité suffisant pour se débrouiller
dans votre environnement. Donc c'est nous qui intégrons et évidemment avec le support StormShield qui a besoin en professionnel service. Manager, Antoine en a parlé au début. Manager, donc nous, on peut prendre tout ou partie du matériel que vous avez en réseau et en sécurité, en management. Alors, il y a deux types. Il y a évidemment la partie support, c'est-à-dire la partie ticket. Donc ça sera plutôt un contrat de support. Et ensuite, il y a une partie change. Donc nous, on peut mettre en place du service sur mesure. C'est-à-dire que de base, il est à distance. Mais si vous avez besoin d'intervention sur place, on sait aussi faire partout en France avec des partenaires qui, eux, vont intervenir peut-être avec des accréditations électriques, des accréditations spécifiques à l'industrie qui vont permettre d'intervenir dans votre environnement spécifique. Mais ils seront les yeux et les mains d'ingénieurs qui, eux, seront hautement qualifiés sur la partie sécurité et réseau. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Antoine. Je crois que ton micro est coupé, Antoine. Je sais pas si tu... Pardon, voilà. Donc, effectivement, je parlais dans le vide. Je disais que je n'avais pas spécialement de choses à préciser. De toute façon, l'approche qu'on a, c'est d'aller étudier le besoin, déjà, avant tout, de faire un design à façon qu'on va… et dans la proposition, s'il y a un intérêt de votre côté, si vous voulez qu'on creuse, on peut se voir avec StormShield déjà dans un premier temps, pour échanger un petit peu sur votre périmètre, sur vos réflexions, vos besoins associés. Et derrière, le design, on le fera aussi avec le support de StormShield pour être sûr d'être aligné avec leur best practice en termes d'intégration. Voilà. Alors, j'ai une question pour Vincent. Pour la mise en place d'un firewall StormShield, quels sont les temps de formation de base et de prise en main préconisés? Les temps de formation, ça va dépendre de ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de sa maturité. C'est une question un peu difficile. Après, nous, classiquement, je peux t'aider. Oui. Nous, classiquement, quand on vend du StormShield, on n'a pas besoin de vendre 3 semaines de formation et de mise en place. De mémoire, Antoine, tu me confirmeras, mais souvent c'est 3 à 5 jours d'intervention, et y compris toute la documentation, le transfert de compétences, etc. Voilà. Et après, la formation ou la certification, c'est un autre débat. Vous pouvez certifier vos ingénieurs, mais là, c'est, je sais pas, c'est minimum 3 ou 5 jours, plus un examen. Mais ça, c'est encore autre chose que le transfert de compétences. Il y a de la formation, oui, effectivement, on a un problème de formation et oui, effectivement. Tout à fait. Donc nous, notre partenaire formation pour StormShield, c'est Exer, donc c'est le distributeur du matériel pour nous, StormShield. Et donc eux, ils ont des certifications diplômantes, des formations diplômantes en StormShield, si vous avez besoin de monter en tant qu'expert. Alors je regarde si j'ai d'autres questions. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. On va vous laisser quelques secondes pour en poser si vous avez besoin. Dans tous les cas, si vous n'avez plus de questions ou qu'elles viendront plus tard, évidemment, je suis disponible pour redispatcher les questions. Quand je suis capable d'y répondre, j'y répondrai en direct. Et autrement, Vincent et Antoine seront très heureux, plus nos ingénieurs, nous, StormShield, de répondre à vos questions. On est évidemment à votre disposition pour vous rencontrer. En ce moment, on peut monter très rapidement à des conférences en vidéo pour discuter de votre propre environnement. Voilà, Antoine est dispo et tous les ingénieurs de Neos. Voilà, exactement. Donc, comme proposé, suite à l'envoi des présentations, si vous le souhaitez, on se tient à vos dispositions pour organiser un échange conjoint, tripartite avec StormShield, Nomios et donc vous sur ces besoins de sécurisation OT.
Merci beaucoup. Donc je vais arrêter l'enregistrement et donc n'hésitez pas à poser des questions une fois que je vous aurez envoyé la présentation si il vous reste des questions.